départ. J'entends. Allô? Allô? Oui, vous m'entendez maintenant? Allô, vous m'entendez maintenant? Maintenant, je vous entends. Oui, oui, oui. Maintenant, c'est bon. Bon, Maintenant, c'est bon. Oui. Mhm. merci. Il est 20h03. On peut commencer alors. Oui, oui, voilà, c'est ça. Bon, j'attends. Je ne sais pas si Doro va joindre. Si. Euh, Hmm. mais voilà. Donc, bon, moi, je me présente. Je vais activer la vidéo. Bon, d'abord, est-ce que vous me voyez? Oui. Voilà. Oui, allez-y. Vous vous Voilà, présentez. moi, je me présente. Je m'appelle Ndongar Madilede. Je viens du Tchad. Mais bon, mes amis, ceux qui me connaissent, m'appellent tout simplement Madi. Oui. Et donc, je vis en Suède. Et je Vous suis êtes où ça? En en Suède. Suède, oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Et je suis ingénieur de formation. Et maintenant, je travaille dans une entreprise de télécommunications en Suède. Oui. J'ai rencontré Doro, Monsieur Doro, dans des groupes de WhatsApp, et c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Oui. Et il m'avait parlé du combat panafricain et de la chaîne Can Afrique. Et donc, bon, il cherchait des bénévoles. Donc, moi, je suis porté volontaire pour aider dans ce combat. Voilà, dans le... Bon, je m'occupe beaucoup plus du côté technique de la chaîne et ainsi de suite. Donc, il m'avait dit que il vous avait parlé de la chaîne, que vous allez intervenir aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça que j'ai essayé de mettre... Bon, c'est tout notre début. On a un peu de difficultés techniques, mais bon, petit à petit, on fait notre chemin. On est juste au début de la chaîne, donc... il peut survenir encore des petites difficultés comme ça, mais on travaille sur ça. D'accord. On s'en excuse vraiment, mais bon, voilà. C'est ça. Bien. Donc, bon, ce n'est pas seulement Doro qui m'a parlé de vous, même avant même, vous intervenez sur Afrique Média. Donc, je vous connaissais déjà depuis. Et c'est vraiment un honneur pour moi aujourd'hui de vous rencontrer et de vous voir. Ouais. D'accord. Hmm. Vous avez fini? Donc, bon. Oui, 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 j'ai fini. Oui. Bien. D'abord, merci. Merci pour tous les Mm. efforts que vous faites, vous les jeunes, parce que le combat Mm. pour la libération de l'Afrique, c'est un combat très intense. Mhm. Et nous sommes heureux de voir des jeunes comme vous des jeunes qui prennent des initiatives, par exemple pour créer Mm. un moyen de communication comme par exemple la télé. Mhm. Et c'est Mhm. pourquoi je n'ai pas fait de résistance. Pour Mhm. nous qui sommes d'un certain âge, il faut qu'on vous laisse quelque chose. Mhm. Et même Mhm. si on n'a pas d'argent à vous laisser, c'est au moins la pensée, des Ouais. solutions. Mhm. Et c'est dans ce sens-là, quand le frère m'a contacté, j'ai dit, ben, je ne Mhm. peux pas me faire prier, puisque tout ce Mhm. qui concerne l'Afrique Mhm. m'interpelle. Ouais. Donc, déjà, félicitations pour les études d'ingénieur que vous faites. Et Mhm. je pense que nous allons aller à l'essentiel ce soir, Mhm. Mhm. puisque, sauf erreur de ma part, il s'agit Mhm. de faire des propositions concrètes pour l'Afrique, Mhm. lesquelles solutions qui, si elles sont Oui. suivies, l'Afrique peut sortir de Mhm. l'ornière économique, reprendre son destin en main Mhm. et même Mhm. reprendre la direction du monde. Donc, je Oui. suis à votre écoute pour les questions d'introduction. Bon, on a eu l'occasion de discuter, par exemple, dans les différents groupes de WhatsApp.
On a discuté beaucoup, il y a beaucoup qui apportent leur contribution et tout ça. Bon, moi, je pense que le combat médiatique est aussi très important parce que c'est ça qui réveille nos peuples. Il y a beaucoup d'informations comme vous l'avez dit, vous les aînés, vous pouvez nous donner. Et je pense que maintenant, avec les réseaux sociaux et tout, il y a beaucoup de gens qui se réveillent. Beaucoup d'Africains, ils sont beaucoup de jeunes, ils sont... Je vous entends, oui. Bon. Donc, je suis à votre écoute. Hein? Alors, donc, vous étiez en train de parler et puis ça s'est coupé. Ça s'est coupé, oui, c'est ça. En fait, bon, moi, j'ai suivi beaucoup de vos interventions dans différents médias. Et en fait, vous proposez des solutions concrètes, par exemple, pour sortir du CFA, plus spécifiquement. Bon, le problème de base militaire est un problème aussi, mais vous avez beaucoup plus de francs CFA. Et ma question est quelles sont les actions concrètes pour que nos leaders, ceux qui décident, peuvent, par exemple, implémenter tout ce que vous dites, parce que vous avez l'expérience, vous avez les connaissances, mais entre écouter et passer à l'action, c'est-à-dire qu'est-ce qui empêche nos leaders de passer à l'action tout de suite? Ça, c'est la première question que je peux poser. Bien, merci, cher frère. Le travail que nous faisons ici, vous et moi, c'est pour toute l'Afrique. Oui. Donc, il s'agit ici et maintenant de dire quelles sont les véritables solutions salvatrices, c'est-à-dire les solutions qui peuvent sauver l'Afrique. Les solutions qui, si elles sont mises en application, peuvent sauver l'Afrique. Donc, pour répondre très rapidement à la question que vous avez posée, pour dire qu'est-ce qui empêche nos leaders africains et surtout de la zone dite francophone, qu'est-ce qui les empêche de mettre en application les vraies solutions? Puisque nous allons nous attarder sur les vraies solutions, je réponds très simplement à cette question, à votre interrogation, en disant que dans la plupart des cas, tous les chefs d'État africains, francophones, tirent leur pouvoir politique de la France. Et par voie de conséquence, ils ont un devoir, puisque c'est un pacte qu'ils ont signé avec celui qui leur a donné le pouvoir. Ils ont un devoir de soumission. Donc, c'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. C'est la nouvelle forme de colonisation. Il faut prendre conscience de tout ça. Et tirer donc les leçons. Nous, c'est-à-dire les jeunes Africains, la nouvelle génération, doit apprendre à tirer des leçons du passé de l'Afrique. Et ce passé se caractérise par ce qu'on appelle l'esclavage, deuxièmement, la colonisation, maintenant la néocolonisation, et de l'apartheid globalisé. L'apartheid, vous savez ce qui s'est passé en Afrique du Sud. C'est ça qu'on étend sur toute l'Afrique. Et pour y parvenir, eh bien, la France et les autres puissances étrangères développent, mettent en application ce qu'on appelle la politique du troisième homme. La politique du troisième homme consiste pour le premier homme envahisseur, dans le cas d'espèce la France, envahit le deuxième homme, ce sont les millions d'Africains. Mais pour y parvenir, elle s'appuie sur une petite poignée d'Africains qui, eux, appuient sur la gâchette et qui vendent leurs frères. Et ceci depuis l'esclavage jusqu'à ce jour. Donc, il faut prendre conscience de tout ça pour dire qu'il n'y a pas de développement véritable d'un pays
sans éveil de conscience. Et c'est cet éveil de conscience que nous faisons. Parce que ce que nous disons, souvent, ce n'est même pas enseigné dans les lycées et collèges, etc. Donc, aujourd'hui, avec l'explosion des réseaux sociaux, eh bien, c'est une occasion en or qui est donnée aux Africains de se prendre en charge, de s'informer, de s'éveiller. C'est ça. Oui. Donc, comme nous avons l'habitude de critiquer, on peut critiquer, mais à la fin des fins, on dit, mais quelles sont les solutions? Oui. Et c'est en cela que je trouve que cette émission peut être salutaire. Et j'ai dit, pour que l'Afrique sorte de l'ornière économique, socio-économique, il faut 4 solutions. 4 qui sont 1. La monnaie, la souveraineté monétaire de l'Afrique, c'est-à-dire la monnaie unique africaine. Je vais les égrener, après je vais les développer, parce que le temps nous est compté. C'est ça. Deuxièmement, il faut l'industrialisation des économies africaines, c'est-à-dire transformer toutes les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle la valeur ajoutée, laquelle valeur ajoutée élimine la pauvreté. La troisième solution, c'est l'État fédéral africain. Former l'État fédéral africain, c'est-à-dire former les États-Unis d'Afrique, pour plusieurs raisons que je vais développer. Et enfin, la 4e solution, c'est ce que nous appelons la solution anthropologique, c'est-à-dire c'est la résurgence du passé glorieux de l'Afrique qui a fécondé toute l'humanité, même beaucoup d'Africains, hélas, ne le savent pas. Donc, quand on vous... Bon, je reviendrai dessus. Donc, si on met en application ces 3 premières solutions, d'une part immédiatement, et pour la suite, la 4e solution, nous sommes convaincus, sans aucune hésitation, que non seulement l'Afrique va changer en bien sa situation socio-économique, mais avec le temps, l'Afrique peut reprendre, j'insiste sur le mot reprendre, la direction du monde, comme elle l'a fait pendant des millénaires dans le passé. Donc, si vous me permettez, je vais aborder la première solution qui est la monnaie unique africaine, en abrégé la MUA. Donc, à quoi consiste cette MUA, monnaie unique africaine? La monnaie unique africaine, première des choses, si vraiment les Africains veulent créer la monnaie unique africaine, eh bien, ils doivent créer ce qu'on appelle la Banque centrale africaine. Banque centrale africaine que le colonel Kadhafi avait voulu créer avec le dinar or, et l'ennemi sempiternel, les ennemis sempiternels des Africains ont vu le danger venir et ils l'ont exécuté. Mais cela ne veut pas dire que l'Afrique va disparaître. Les Africains doivent obligatoirement vivre et bien vivre. Ils ont tout. Donc, même s'ils ont tué Kadhafi, tous les Africains ne sont pas morts. Non. Donc, je disais, il faut battre la monnaie unique africaine. Question fondamentale. La monnaie unique africaine va dormir où? Dans une banque centrale africaine. Et cette banque centrale africaine a un capital social qu'on appelle, enfin, un capital social qui sera apporté par les banques centrales communautaires comme la BCAO et la BEAC. BCAO, qui veut dire Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Ensuite, toutes les autres banques centrales nationales, c'est-à-dire la Banque centrale nationale du Nigeria, la Banque centrale nationale du Ghana, et ainsi de suite. Il y a 54 pays africains. Ces 54 pays africains
ont, soit en commun ou individuellement, des banques centrales nationales. Et ces banques centrales nationales vont apporter une partie du capital et vont être membres de la Banque centrale africaine. Bien. Maintenant, c'est cette Banque centrale africaine qui va créer la monnaie unique africaine. Cette monnaie unique africaine que j'appelle en abrégé la MUA, eh bien, sera gérée par la Banque centrale africaine. Et les questions que l'on pose souvent, c'est de dire quels sont les critères de convergence que doivent remplir tous les autres pays africains qui veulent utiliser la MUA, la monnaie unique africaine. Ouais. Et nous savons que les pays de la CEDEAO ou bien de l'UEMOA, tout ça, ils ont défini 16 critères de convergence, etc. Mais tout ça, pour les Africains, nous devons leur dire la vérité. La vérité, c'est que les critères de convergence parfaitement définis ne sont rien d'autre qu'un alibi, un argument très sérieux pour ne jamais faire la monnaie unique africaine. Je m'explique. Nous allons prendre 5 exemples qui ont réussi. Le premier exemple, c'est le dollar américain. Le dollar américain a été choisi par les 13 colonies anglaises américaines qui étaient là. Quand elles se sont réunies et elles ont tendance vis-à-vis de l'Angleterre, elles ont dit que le dollar, c'est notre monnaie. Parce qu'il y avait plusieurs monnaies aux États-Unis d'Amérique. Donc, ils ont décidé par une loi, le Congrès, ils ont décidé et ils ont fait du dollar leur monnaie unique. De telle sorte que tous les autres pays qui intègrent les États-Unis d'Amérique utilisent tout naturellement le dollar. Ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas de critères de convergence. Aujourd'hui, ils sont 50 États. Ils sont contents d'utiliser leur monnaie unique, qui est le facteur essentiel du commerce. Ensuite, deuxième exemple, je vais aller très vite, parce que exemple, je peux facilement mettre 1 heure, mais pour éclairer ceux qui veulent nous écouter, nous allons multiplier les exemples. Le deuxième exemple, c'est celui du Canada. Le Canada comprend 10 pays qu'on appelle 10 provinces. Et le Canada, par son congrès, pour ne pas dire par les représentants du peuple, ont décidé que toutes les monnaies qui existent soient supprimées et soient remplacées par une monnaie unique qu'on appelle le dollar canadien. Et ça ne pose aucun problème. Bien au contraire, ils sont forts. Troisième exemple, c'est celui de la Suisse. La Suisse est un État fédéral, pour ceux qui ne le savent pas. La Suisse comprend 26 pays qu'on appelle 26 cantons. Et il y a un État fédéral. Eh bien, en Suisse, notez-le, et ceux qui nous écoutent peuvent vérifier, il y avait 860 monnaies différentes en Suisse. Je reprends. Il y avait 860 monnaies différentes en Suisse. C'était donc de la pagaille monétaire. Et le Parlement suisse, le Parlement fédéral, a décidé de supprimer toutes ces monnaies et de faire du franc suisse une seule monnaie unique. Aujourd'hui, la Suisse, cette monnaie unique est tellement bien gérée, les banques qui sont en Suisse sont tellement bien gérées que tous les individus, enfin, que ceux qui ont leur argent à cacher, ils vont en Suisse. Vous voyez? Ça, c'est le troisième exemple. Le quatrième exemple, c'est celui de
c'est celui de la Chine. La Chine avait 30 pays qu'on appelle 30 provinces. Et la Chine avait plusieurs monnaies. Mais, et avant 1949, les Chinois mouraient de faim. Avant la prise de pouvoir par Mao Zedong et ses amis, les Chinois mouraient de faim. Ils étaient dans la pauvreté. Et ils étaient moins de 500 millions. Ils mouraient de faim. Ils mangeaient même de la chair humaine. Quand Mao et ses amis ont pris le pouvoir d'État, ils ont pu réorganiser l'économie. Ils ont pu mettre une seule monnaie qu'on appelle aujourd'hui le yuan, le yuan chinois. Avec cette monnaie-là, eh bien, les autorités dirigeantes de la Chine ont mis les Chinois au travail, car celui qui produit la richesse, c'est l'homme, c'est le travail. C'est ça. Quand quelqu'un travaille, il faut le payer. Payer avec quoi? Non pas avec le dollar forcément, non pas avec, mais avec la monnaie qu'on utilise dans le pays. Les Chinois ont mis les Chinois au travail. Quand je dis les Chinois, c'est-à-dire les autorités chinoises, les dirigeants ont mis les Chinois au travail. Et donc, en 1949, le yuan qui a été créé, la Banque populaire de la Chine, c'est-à-dire la Banque centrale de la Chine appartient à l'État de Chine. Et c'est avec ça la Chine dirige son économie. Les Chinois qui mouraient de faim et qui mangeaient de la chair humaine quand ils étaient moins de 500 millions. Aujourd'hui, la population chinoise a été multipliée par 3. Officiellement, c'est 1,3 milliard, mais dans la réalité, c'est 1,5 milliard. Qui est aujourd'hui, qui domine l'économie mondiale, c'est la Chine. La Chine, pour faire plaisir à ceux qui sont du côté de l'Occident, nous allons dire la Chine est aujourd'hui la deuxième puissance économique du monde. Mais dans la réalité, et beaucoup commencent à le reconnaître, la première puissance du monde, la première puissance économique du monde, c'est la Chine. C'est la Chine qui finance les États-Unis d'Amérique. C'est la Chine qui finance l'Union européenne. C'est la Chine qui finance toutes les économies du monde. La Chine est devenue la première puissance économique du monde. Parce qu'elle s'est appuyée sur quoi? D'abord sur sa population. Deuxièmement, elle a mis sa population au travail grâce à sa monnaie unique. Voilà un cas concret. Ce sont des cas concrets, ça. Les Africains font comme s'ils ne voient rien. L'Afrique, aujourd'hui, c'est 1,2 milliard de personnes. Si on ne se donne pas les moyens objectifs pour faire travailler ces Africains, nous les voyons, qui quittent, qui désertent l'Afrique, qui s'en vont mourir dans les océans, qui s'en vont mourir d'abord dans le désert africain, ils s'en vont se faire esclaves volontaires dans les pays arabo-musulmans, et enfin ils atterrissent dans les océans où ils se font dévorer par les poissons. Tout ça, ils sont à la recherche de quoi? Ils sont tout simplement à la recherche de l'élémentaire, manger, dormir. Alors qu'ils désertent le pays, le continent le plus riche au monde, puisque toutes les richesses du monde sont en Afrique. Donc, je continue pour dire, le 5e exemple, c'est le franc CFA inventé par le général de Gaulle en sa qualité de président du gouvernement provisoire de l'époque, en 1945. Il a simplement demandé à ses deux ministres, Jacques Soussel, ministre des colonies, et René Préven, ministre de l'économie et des finances, de préparer un décret. Et il a signé ce décret et il a créé, conformément à l'article numéro 1 du décret 45-01-36, il a créé le franc CFA
et il a imposé à tous ses colonies. Mhm. Au point que quand tous les pays colonisés ont pris leur indépendance, ils ont rejeté le franc des colonies françaises d'Afrique. Malheureusement, il existe encore, hélas, 1000 fois hélas, 15 pays africains qui se complaisent dans ce nazisme monétaire, car le franc CFA a été inventé par le général de Gaulle sur inspiration du nazisme monétaire dont la France même a été victime entre 1940 et 1945. Bien, donc je disais, il faut créer la monnaie unique africaine. Et en créant la BCA, Banque centrale africaine. 2, les critères de convergence n'existent pas dans la réalité. Les critères de convergence doivent être remplacés par une volonté politique. Ces 5 exemples que je viens de donner, il n'y a pas de critères de convergence. Ce sont des décisions politiques. Donc, il appartient aux Africains et aux Africains seuls, en tout cas à travers leurs dirigeants, de prendre la décision politique de battre la monnaie unique africaine. C'est ça. Il ne faut pas que les Africains, les dirigeants africains passent tout leur temps à se complaire dans la subordination à leurs homologues. Maintenant, nous continuons pour dire, chaque fois qu'on parle de la monnaie unique africaine, on pose la question, mais qui va garantir la monnaie unique africaine? La garantie de la monnaie unique africaine se fera par les Africains eux-mêmes grâce à l'utilisation de leurs matières premières, c'est-à-dire elle sera garantie par la valeur synthétique des matières premières stratégiques que les Africains détiennent, à savoir l'or, le diamant, le cobalt, etc. Et il n'y a que les Africains et les Africains seuls qui peuvent avoir véritablement une monnaie solide parce qu'elle sera garantie par des biens réels. Alors, le dollar, tout comme l'euro, etc., repose sur du vent. Ils n'ont pas d'or. Non. L'Afrique a tout ça. Le vrai problème des Africains, il faut voir la réalité en face. Bien. Ensuite, on parle de la convertibilité de la monnaie. Le franc CFA n'est pas une monnaie convertible. Nous n'allons pas nous attarder dessus pour avoir fait pendant plus de 20 ans des conférences dessus. Donc, si on fait la monnaie unique africaine, elle sera rendue convertible. Ensuite, le régime d'échange. On va dire le régime d'échange auquel doit appartenir la MUA, ça sera un régime d'échange flexible pour éviter tout simplement que la monnaie unique africaine oblige les Africains à dépenser des devises, c'est-à-dire les monnaies étrangères, pour soutenir cette MUA. Parce que la valeur d'une monnaie se détermine sur le marché des monnaies qu'on appelle le marché d'échange, selon la loi de l'offre et de la demande. C'est ça. Donc, si l'offre d'un bien est supérieure à sa demande, son prix baisse. Ici, pour le franc et pour la monnaie, on parle du cours au lieu de dire prix. Dans le cas contraire, quand la demande est supérieure à l'offre, le prix, qu'on appelle le cours, augmente. Donc, de façon mécanique que ça se détermine sur le marché des monnaies. On n'a pas besoin d'aller dans le régime d'échange fixe qui ne permet pas de s'adapter aux réalités du marché. Où est-ce que le siège de la BCA, Banque centrale africaine, sera fixé? Ça relève simplement de la compétence des Africains eux-mêmes. Ils peuvent mettre ça au Nigeria, un peu partout, mais pour nous, ça, ce n'est pas un débat. Ensuite, maintenant, si la monnaie unique africaine elle est créée par décision politique, eh bien, on peut se poser la question, bien, comment convertir, puisque ça, c'est encore une décision politique, la conversion des monnaies nationales en la MUA. Ça, on donne simplement un délai
pendant 2 mois, 3 mois. Et puis Yes. voilà, on définit et puis on convertit ça. C'est pas là le vrai problème. Ensuite, question essentielle, il faut combien de temps pour créer la MUA, la monnaie unique africaine? Est-ce qu'il faut des siècles? Nous disons froidement, scientifiquement, il faut 3 jours. Nous disons 3 jours, ce n'est pas une boutade. Pourquoi? Imaginons que nous sommes un lundi. Tous les pays membres, tous les 54 pays africains qui veulent vraiment de la monnaie unique africaine, eh bien, chacun se réunit sur son territoire et demande. Le gouvernement de chaque pays demande au Parlement. Non, pas Parlement, décide, en un mot, décide, dit que voilà, nous voulons renoncer par exemple à notre monnaie dite nationale, à savoir le franc CFA, et nous allons faire, et cette décision va s'inscrire dans un document qu'on appelle un projet de loi. Ce projet de loi-là, il est déposé le mardi, il est déposé au bureau de l'Assemblée nationale, sinon au bureau du Parlement, c'est-à-dire des représentants du peuple. Et on demande aux représentants du peuple, voulez-vous, oui ou non, la monnaie unique africaine, la monnaie typiquement africaine, ou alors voulez-vous rester dans l'esclavage monétaire? Eh bien, à une écrasante majorité, les parlementaires, les représentants du peuple vont dire nous voulons notre monnaie, la monnaie unique africaine. On dit que le projet de loi est adopté, c'est-à-dire on a accepté. Et ça, partout. Eh bien, des rapports sont faits. Le 3e jour, c'est-à-dire le mercredi, puisque gérer, c'est prévoir, on a secrètement apprêté des machines installées dans un pays, et le mercredi, puisque le feu vert est donné, on met simplement la machine en marche et la machine qui est neutre produit les billets de banque. C'est aussi simple que ça. Mais il n'y a que les Africains et ça devient une injure pour nous maintenant. Mais les Africains, finalement, est-ce que biologiquement, congénitalement, est-ce qu'ils sont bêtes? Non, moi je crois que c'est le matraquage là, pendant des siècles. Oui, mais d'accord. Ceux qui ont été matraqués au niveau du cerveau, tout ça, ils sont morts. Aujourd'hui, les Africains, ils utilisent les belles voitures, etc. Ils n'ont pas besoin de ça. Donc, nous disons, l'heure a sonné pour que les jeunes Africains, en tout cas la nouvelle génération, puissent prendre conscience de l'existence de ces solutions. C'est ça. Et dire que, bon, si nous avons fait cela et que la monnaie unique africaine est créée, question essentielle, quels sont les avantages? Autrement dit, à quoi ça va nous servir? Alors, ce qui nous amène à attaquer la deuxième solution. La deuxième solution, c'est l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation de toutes les matières premières africaines sur le sol africain, les transformer en quoi? En produits finis, lesquels produits finis, je me répète, génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Oui. Alors, pour que les uns et les autres puissent comprendre, nous allons prendre un exemple, celui de l'extraversion économique. C'est-à-dire, nous prenons des pays comme par exemple la Côte d'Ivoire, le Cameroun, etc. Les pays produisent, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, va prendre son café. Le cacao. Et le cacao, mais prenons le cas du café, on va vendre à l'extérieur, sans transformation préalable. Bien.
Lorsque vous êtes, j'ai fait l'expérience et tout le monde peut le vérifier, lorsque vous allez dans un café, dans un bar qu'on appelle le café, que vous prenez une tasse de café, la tasse de café coûte en moyenne 2 euros. Oui. Et j'ai eu la curiosité de poser la question au barman. Dans cette tasse de café, dans cette tasse remplie de l'eau chaude, c'est dedans que vous mettez la poudre de café. Eh bien, il y a combien de grammes de poudre de café que vous y ajoutez? Eh bien, le barman m'a dit, et il n'est pas le seul, eh bien, c'est une machine. Eh bien, on y met 8 grammes de poudre, 8 grammes. Donc, par commodité, je vais arrondir à 10 grammes. Ça veut dire que lorsque le barman a vendu, par exemple, un emballage qui comprend la tasse, non, qui comprend la poudre de café, et que cet emballage-là, c'est 1 kg de poudre de café, lorsqu'il a vendu l'intégralité, 1 kg, c'est 1000 grammes. Ouais. 1000 grammes divisé par 10 grammes, puisque la tasse c'est 10 grammes, il aura vendu 100 tasses. Ouais. 100 tasses multipliées par 2 euros, il récolte 200 euros. 200 euros. Pour 1 kilo. 1 kilogramme, c'est 200 euros. Question essentielle. Mais au moment où le consommateur final, français, européen, paye 200 euros le kilo, eh bien, on a acheté le kilogramme de café à combien? Eh bien, dans le meilleur des cas, c'est le fils d'un paysan qui vous parle. Dans le meilleur des cas, c'est 1 euro. C'est-à-dire, normalement, dans le meilleur des cas, 1 kilogramme aux paysans, Borochan, c'est 300 francs CFA, c'est-à-dire 45 centimes, auquel s'ajoute le droit unique de sortie qu'on appelle le DUS en abrégé. 300 plus 200 égale 500. Quand l'Européen vient, il arrive avec son bateau au port d'Abidjan, lui, on va lui facturer 500 francs CFA, c'est-à-dire 0,76 euros, que j'arrondis par commodité à 1 euro. Donc, lui, il a acheté le kilo à 1 euro. Et il met dans son bateau, il retourne. Quand il est en circulation sur la mer, il faut qu'il soit assuré contre les pirates de mer qui travaillent dans ces compagnies d'assurance. Ce sont les Européens dans ce cas d'espèce. Je passe sur les détails. Il arrive au port de Havre, de Marseille, etc. On va débarquer et je saute les étapes. On va mettre le café dans l'usine de transformation comme Nestlé, etc. Mais qui travaille dans ces usines-là, les cadres, les ouvriers, ce sont les Européens, dans ce cas d'espèce, les Français. Et quand la poudre sort de la machine, il faut emballer, c'est-à-dire mettre soit dans des bouteilles ou bien dans des sachets, etc. Et c'est de là qu'on va vendre dans les supermarchés. Et dans ces supermarchés qui travaillent dedans, ce sont encore les Européens. Et c'est là le barman vient acheter pour aller vendre, aller alimenter son bar. Donc vous voyez bien que tous les structures que je viens de décrire, c'est le travail. C'est le travail. Voilà, est situé hors de l'Afrique. C'est ça. Donc les paysans africains qui ont produit le café, eh bien, eux, à travers leur camp, ils nourrissent tout ce monde-là. Donc, maintenant, imaginons un seul instant, on organise un salon international de café. On dit pour y entrer dans ce salon-là, dans la salle, il faut payer 200 euros, puisque le kilo, c'est 200 euros. Le paysan, l'Ivoirien, qui a 1 euro, est-ce qu'il peut y entrer? Il ne peut pas y entrer puisque lui, il n'a qu'1 euro.
Ouais. Il est exclu de la salle à manger. C'est ce qu'on appelle un système économique excluant. Excluant qui? Celui-là même qui a produit la richesse. Et c'est dans ça, c'est la modernisation de l'esclavage. C'est-à-dire, les uns et les autres ici en Occident ont compris que celui qui travaille sous la chicotte est moins rentable que celui qui travaille en semi-liberté. Aujourd'hui, les Africains, ils sont devenus ce qu'on appelle, l'Afrique est devenue une réserve de main-d'œuvre corvéable à perpétuité. Ce sont les Africains qui vont prendre leur liberté, leur semi-liberté, vont aller travailler la terre, vont donner les meilleures terres, vont donner leur force de travail, la force de travail de leurs enfants, la force de travail de leurs femmes, etc., pour avoir des miettes. Donc, quand on a décrit ça, la solution, c'est quoi? C'est que dans ce cas d'espèce, qu'est-ce qui fait la différence? C'est que la machine se trouve hors de l'Afrique. Donc, il faut importer la machine. Peu importe qu'elle vienne de la France, des États-Unis, de l'Australie, etc. Et installer, implanter ces machines en Afrique. Et ça crée même des emplois. Ça crée même des emplois au niveau local. Bien sûr, c'est le but. La machine, elle est neutre. Elle fait le travail qu'on lui dit de faire. Donc, si on fait cela, ce sont des millions d'emplois qui étaient transférés à l'extérieur. Ce sont ces millions d'emplois qui seront localisés en Afrique. Et les Africains allaient avoir un pouvoir d'achat. Je m'explique. Si les Africains ont fait le travail de transformation sur les 200 €, s'ils veulent exporter, ils peuvent quand même demander 50 €. Ils disent, bon, on vous vend à 50 €. On a fait tout le travail. On vous exporte, allez, prenez. Sur les 50 €, comme l'État est gourmand, l'État va prendre 40 € et donner 10 € aux paysans. 10 € pour le paysan, c'est 6 550. Donc, le kilo. Le paysan qui touchait 300 francs CFA, du coup, il touche 6 550. Mais immédiatement, il sort de la pauvreté. Il peut vivre de son travail. Voilà ce truc élémentaire que depuis 1960 jusqu'à ce jour, que les Africains, les dirigeants africains, sont incapables de comprendre. Alors que s'ils font ça, non seulement eux-mêmes, les dirigeants, vont devenir riches, mais ils seront contents même de sortir leurs semblables, leurs compatriotes de la pauvreté. Donc, nous disons, la deuxième solution, donc, c'est l'industrialisation. Grâce à cette industrialisation, non seulement on va rompre ce cycle infernal de pauvreté, mais mieux, les Africains vont satisfaire ce que j'appelle leurs 14 besoins essentiels. Lesquels? Parce qu'ils ont l'argent pour eux maintenant. Les Africains peuvent, par exemple, manger. Manger veut dire asseoir solidement des industries alimentaires. Les Africains sont les seuls au monde à ne pas comprendre ce que c'est l'arme alimentaire. L'arme alimentaire, les Africains sont les seuls au monde qui, malgré toutes les richesses naturelles que Dieu leur a données, ils sont incapables d'asseoir une industrie, des industries alimentaires. Donc, si nous avons notre monnaie, on n'a pas besoin d'aller quémander parce que l'ennemi, lui, ne vous donnera pas les moyens pour pouvoir être libre. Donc, asseoir solidement les industries alimentaires avec une vision très claire. Il ne faut plus que, dans les 5 années qui arrivent, il ne faut plus qu'on trouve des corps faméliques, c'est-à-dire des gens affamés, des gens qui meurent de faim en Afrique. Donc, ça, c'est le premier besoin. Le deuxième besoin, c'est boire de l'eau potable. Donner de l'eau potable à tous ceux qui vivent en Afrique. Et de l'eau courante. On peut le faire parce qu'on a l'argent. Troisième besoin, je vais un peu vite, vous comprenez, c'est s'habiller.
on n'a pas besoin d'aller se rendre ridicule. On a les industries de coton, non, les industries de textile. Le coton, on en a de façon pléthorique. Au lieu de jeter les balles de coton, exporter les balles de coton, ça doit directement rentrer dans les usines de textiles, dans les industries de textiles, et permettre aux Africains de tirer ce que j'appelle la valeur ajoutée et s'habiller correctement, etc. Quatrième besoin, c'est se loger décemment. Il y a de l'espace vital en Afrique. Il y a de la main-d'œuvre pléthorique. Il faut donc utiliser l'argent des Africains, la MUA, pour payer les Africains, et puis construire des millions de logements de tout niveau, de tout standing. Avec une vision claire, on ne veut plus voir sur le continent africain des taudis. Il faut que tous les Africains soient bien logés. Dans le logement, il faut mettre de la lumière. Donc, c'est ça qui nous permet de voir le sixième besoin qu'on appelle s'éclairer. S'éclairer donc avec quoi? Il y a les énergies renouvelables et parmi lesquelles il y a l'énergie solaire. Aujourd'hui, l'énergie solaire n'est plus une question technique, c'est une question de décision politique. Le continent le mieux ensoleillé, c'est l'Afrique. Et les compétences sont là. Elles ne demandent pas autre chose que d'être utilisées et être bien payées. Ensuite, se déplacer veut dire favoriser les transports collectifs, produire des bus, certes des voitures individuelles, mais surtout collectives. Des trains. Voilà, pour que les gens puissent se déplacer avec une certaine aisance. Or, aujourd'hui, celui qui prend le transport collectif en Afrique, il ne peut plus reprendre, surtout quand il a un peu de moyens. Ça, ce n'est pas une fatalité. Ensuite, les voitures se déplacent sur des routes. La main-d'œuvre est pléthorique. Les ingénieurs ne manquent pas. On peut le faire. C'est une décision politique. On a l'argent qui est le nôtre. Et toutes les forces de travail disséminées, africaines, disséminées dans le monde, parce qu'on sait qu'en Afrique, on sera très bien payé, tout le monde se rendra en Afrique. C'est ça. Ensuite, se soigner. Aujourd'hui, il est honteux de voir des dirigeants africains qui laissent leur population mourir pour des maladies, avec des maladies, à cause des maladies bénignes qui sont évitables scientifiquement. Les Africains, parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a une main-d'œuvre, on peut donc construire les centres de soins primaires. La santé veut dire construire des centres de soins primaires dans les villages, les dispensaires et les hôpitaux dans les villes, et y affecter le personnel soignant. Mais mieux, le personnel soignant, mais mieux, la santé, ça veut dire aussi élever les laboratoires pharmaceutiques pour que les Africains fabriquent eux-mêmes leurs médicaments. Ça se fait un peu partout comme en Inde, etc. Voilà. Donc, on peut le faire. Et le cinquième élément de la santé, c'est asseoir solidement la sécurité sociale qui permet à chaque Africain de se soigner, d'aller voir le médecin sans trembler, parce qu'il sait qu'il sera remboursé. Et comme 70% de la population africaine, les 70% ont moins de 30 ans, une sécurité sociale mise en place sera nécessairement excédentaire. Il suffit simplement de bien gérer ça, parce que ce sont des gens valides. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est s'éduquer. L'éducation nationale, ça veut dire quoi? Nous voyons aujourd'hui, partout, que, hélas, 1000 fois hélas, pour ceux qui ont été fraîchement en Afrique, il y a un relâchement.
Alors qu'il n'y a pas de développement d'un pays sans éducation nationale. Non. Le cerveau potentiellement est très riche. Mais toutes les richesses qui sont dans le cerveau doivent être développées. Donc, il faut donner une priorité, la priorité des priorités à l'éducation nationale. Cela veut dire quoi? Que développer l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Supérieur et affecté, par exemple, je prends le cas de l'enseignement primaire et secondaire, on a une vision très claire. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 30 élèves par classe. Et on peut le faire parce qu'on a l'argent. On a des enseignants qui sont formés. Et on prend cela très, très au sérieux. Quand on prend la Corée du Sud, le métier le mieux payé, c'est l'éducation nationale. Aujourd'hui, les voilà. Hier, en 1960, ils étaient, comment on appelle, ils touchaient $690 par tête. Aujourd'hui, c'est 41 000 $. Pendant ce temps, des pays comme Centrafrique et les autres, ils étaient devant la Corée du Sud. Ils sont encore derrière. Donc, nous disons l'éducation nationale. Dans l'éducation nationale, développer l'enseignement, c'est général, mais surtout l'enseignement professionnel et l'enseignement technique, pour que les Africains, pour que les Africains puissent véritablement prendre leur destin en main. Il ne s'agit pas de rejeter les autres matières, mais je veux dire, on a, avec notre argent, on peut faire ce qu'on veut. Donc ça fait partie des besoins. Maintenant, un des besoins, le 10e, c'est de se défendre, la sécurité. Nous voyons, pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant ils ont ça sous les yeux. Et nous parlons dans l'actualité. Aujourd'hui, tout pays qui n'est pas capable de se défendre est à tout moment esclavagisable. Vous comprenez? C'est le cas, on le voit ce qui se passe au Mali, le Sahel, etc. Et on le voit aussi avec ce qui se passe en Ukraine. Si vous voulez, on peut toujours revenir avec la Russie. La Russie qui avait été démantelée en 1991. Et un des leurs, en la personne de Poutine, a réorganisé l'armée, a réorganisé l'économie et aujourd'hui prend sa revanche pour pouvoir mettre, enfin pas sa revanche, non seulement sa revanche, mais pour la sécurité même de son pays. Ensuite, financer les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il ne s'agit pas de dire on se replie sur une... Non, puisque l'Afrique était en avance avant d'être renversée. Donc, les nouvelles technologies de l'information et de la communication doivent être financées. Les brillants cerveaux qu'on voit partout, il faut leur donner les moyens. Ensuite, la recherche et le développement. Ça, c'est le 12e besoin. Le 12e besoin, nous le voyons, le pays qui dépose le plus de brevets d'invention dans le monde, ce ne sont plus les États-Unis d'Amérique, mais c'est la Chine. Parce que la Chine est devenue très riche, la Chine investit dans la recherche. Et ceci, oui, vous m'entendez? Allô? Alors, il y a encore un petit problème là. Oui, c'est bon maintenant. Bon, donc ça veut dire que pendant tout ce temps où je parlais, vous ne m'attendiez pas. C'est quelques secondes, oui. Il y a un petit problème là au niveau du logiciel que j'utilise là. Je dois encore retravailler encore pour avoir une meilleure qualité. Donc, j'étais sur le problème de se défendre. Vous avez parlé de la défense. Vous avez écouté ça? Ça, j'ai écouté, oui. Ça, j'ai écouté. Voilà. Et après la défense, j'ai parlé de NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous avez entendu ça? Oui, ça j'ai entendu aussi. Bien, maintenant, le 12e besoin, c'est la recherche et le développement. C'est-à-dire, le pays qui dépose le plus de brevets d'invention au monde, c'est la Chine. Ce ne sont plus les États-Unis. Ils ont dépassé les Américains. Et ça,
Qui est à la base de tout ça? C'est parce qu'ils utilisent leur argent qu'on appelle le yuan. Voilà. Et ça, avec notre monnaie unique africaine, on peut faire tout ça. Ensuite, financer la culture, les loisirs et le tourisme. Aujourd'hui, vous voyez des Africains, ils disent, oh, j'aimerais me reposer à la Côte d'Azur, etc. Alors qu'ils ne connaissaient rien de l'Afrique. L'Afrique. Donc, tout ça, ce sont des gisements d'emploi et surtout des structures à mettre en place pour avoir les devises. Et enfin, le 14e besoin, c'est financer la ZELCA, la zone de libre-échange du continent africain. C'est-à-dire ce vaste marché. Le vaste marché, aujourd'hui, l'Afrique, c'est 1,2 milliard Imaginez un seul instant, si on a notre argent et qu'on finance, parce que les échanges entre Africains, c'est autour de 19%. Or, si les produits sont transformés et qu'on fait sauter les barrières, c'est formidable. L'Afrique va se prendre véritablement en charge. Donc, sans trop rentrer dans les détails, mais je crois que tout le monde voit ça, parce que quand nous regardons ce qui se passe au niveau de la Chine, c'est bien, non seulement très grande, parce que c'est 1,5 milliard, mais en plus de cela, la Chine a signé des accords de libre-échange avec 14 autres pays, c'est-à-dire le Japon, donc la Chine elle-même, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et les 10 pays de l'ASEAN, c'est-à-dire l'Association des États de l'Asie du Sud-Est. Tout ça, qui sont, si vous voulez, je peux les citer rapidement, le Brunei, la Birmanie, le Cambodge, l'Indonésie, la Malaisie, le Laos, les Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam. Tous ces 15 pays, à eux seuls, ils font aujourd'hui 30% du PIB mondial, c'est-à-dire 30% de la richesse mondiale qui a été produite, c'est eux qui les produisent. Et contre 19% pour les 27 pays européens qui nous commandent. Vous voyez? Donc, c'est à nous les Africains, de comprendre que la monnaie unique africaine, d'abord, est un instrument de rapprochement des populations. Voilà. Donc, ces pays-là, comme ceux que je viens de citer, ils se sont engagés à diminuer de 90% les tarifs douaniers pour que les gens circulent librement. Alors, en plus forte raison, nous, les Africains, qui avons été émiettés, nous, qui avons, c'est-à-dire les États africains, on a créé une poussière d'États microscopiques en 1885 pour les Africains, qui sont incapables aujourd'hui de se défendre individuellement. Tout a été fait volontairement. Donc, c'est aux Africains d'aujourd'hui de prendre conscience de tout ça, que l'ennemi des Ivoiriens n'est pas le Burkinabé, n'est pas le Tchadien. Non. Tout ça, ce sont des jeux dans lesquels on nous met et nous sommes naïvement là en train de comprendre que quand on se joue de nous, c'est la bonne solution. Il faut finir avec ça. Donc, quand on a fait ça, on a satisfait les 14 besoins, ce qui nous amène à la troisième solution que nous appelons l'État fédéral africain. L'État fédéral, il y a 54 pays africains. Eh bien, nous allons simplement nous replonger dans la création. Disons que ça peut se faire même en moins de 3 mois. Parce qu'il suffit simplement de s'appuyer sur le RDA, le Rassemblement démocratique africain, originel de 1957. Et à partir de là, puisque nous voyons aujourd'hui, avec l'actualité, que ceux qui ne peuvent pas se regrouper, ils seront tous balayés. Eh bien, on voit le cas de l'OTAN, on voit le cas de l'Union européenne, tout ça, eh bien, nous n'avons pas d'autre choix. Pour un problème d'existence, nous n'avons pas d'autre choix que de nous unir. Il ne s'agit pas de dire je n'aime pas le Tchadien, je n'aime pas le Burkina. Non. Parce que si nous ne nous unissons pas, ils vont tous nous éliminer. C'est ça.
Aujourd'hui, prenons le cas, en 2011, eh bien, la France est partie bombarder, d'abord même au Tchad. Le premier président tchadien a été bombardé dans son palais, puis il est mort. Tombalbaye. En 2011, la France de Sarkozy est partie bombarder Gbagbo, le président Gbagbo. Et il n'y a personne, aucun Africain, aucun chef d'État africain, rien. Pourquoi? Parce que si vous bougez, eh bien, ils viendront vous frapper aussi. Pourquoi? C'est notre faiblesse. Nous sommes sur cette terre où il ne faut pas faire preuve de naïveté. Il ne faut pas faire preuve d'angélisme. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de nous unir. Parce que si nous sommes unis, même si nous n'avons pas la bombe atomique, nous pouvons nous défendre. Donc, je disais, créer l'État fédéral africain à moins de 3 mois, parce que nous sommes dans une extrême urgence d'existence, et affecter à l'État fédéral africain les 6 compétences suivantes. La première compétence, c'est que comme nous formons désormais un même pays, on aura la même douane. Ça, c'est la première compétence. La deuxième compétence, puisque nous formons un même pays, nous allons parler d'une même voix, c'est-à-dire on aura la même diplomatie. Troisième compétence, on aura les mêmes PTT. Quand vous écrivez aux États-Unis d'Amérique, c'est un seul thème. Donc, on va faire la même chose. Quatrième compétence, puisque nous sommes, nous allons demander simplement que la compétence, la gestion de la MUA, ça revient, de la monnaie unique africaine, ça revient tout simplement à l'État fédéral. Cinquième compétence. Eh bien, puisque nous sommes ensemble, on a parlé de la politique étrangère, donc on va dire, bon, maintenant, puisque nous sommes faibles, eh bien, la défense, la sécurité, ça revient à l'État fédéral africain. Je donne un exemple. Il y a un petit pays qu'on appelle Rhode Island, qui fait moins de 3000 km², et contre l'Afrique qui fait plus de 30 millions de km². Ce petit pays a 1 200 000 habitants. 1 200 000 habitants. Bien. Contre 1,2 milliard d'habitants. Si les 54 pays africains s'unissent et ils vont agresser militairement ce petit pays, eh bien, en moins d'1 mois, tous ces 54 pays africains seront rayés de la carte géographique du monde. Par qui? Par le fédéral. Par l'armée fédérale des États-Unis d'Amérique. Parce que ce petit pays-là fait partie des États-Unis d'Amérique. Ce que je suis en train de dire, lorsqu'on va s'unir, on va se mettre en place, on va mettre l'armée fédérale, bien on a tout le temps. Non seulement pour nous protéger, mais les uns et les autres auront la paix pour se développer. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. C'est comme nous sommes en train de dire. Bien sûr, il y a des gens qui sont là, ils sont en train de rêver et ils nous prennent pour des rêveurs. Mais ce sont là les tristes réalités de la vie. Il faut que les Africains comprennent définitivement que c'est comme ça, c'est en étant unis que nous pouvons nous défendre. Et enfin, la 6e compétence, c'est l'industrialisation. C'est-à-dire, chaque pays doit s'engager à transformer, donc à industrialiser son économie, mais l'État fédéral est là pour veiller sur ça. Et c'est ce que nous appelons constitutionnaliser la transformation en Afrique et toutes les matières premières en produits finis. Constitutionnaliser, c'est-à-dire mettre dans la loi des lois, dans la constitution de chaque État membre, mettre l'obligation de transformer
ces matières premières en produits finis. Ce qui veut dire quoi? Les Africains vont dire, nous sommes ouverts. Quiconque vient au Tchad, quiconque vient chez nous en Côte d'Ivoire, etc., quiconque va par exemple au Burkina ou au Mali, bon, installez-vous. Vous voulez exploiter l'or du Mali, c'est très bien. Mais vous ne pouvez exporter que les produits dérivés de l'or. Ouais. Si vous voulez vous intéresser, par exemple, comment on appelle, à la République démocratique du Congo, vous voulez exploiter le coltan, eh bien, vous installez votre usine et c'est le produit fini qui dérive du coltan que vous pouvez exporter. Donc, c'est là-bas que vous allez faire vos portables, etc. Et ça permet aussi aux jeunes d'apprendre le métier, d'apprendre les techniques. C'est ce que la Chine a fait, en fait. Mais bien sûr, voilà. Mais c'est un transfert de technologie, obligatoirement. Ouais. Donc, nous disons, voilà, donc nous disons, l'État fédéral africain s'impose aux Africains et aux Africains seuls. C'est faire preuve de cécité politique et de dire, voilà, moi je suis ivoirien, je suis canadien et tchadien, je suis camerounais, donc je me complais dans mon isolement. Non, quand vous faites ça, vous n'avez aucun avenir. C'est ça. Vous serez exterminé. Donc, puisque ce monde-là, on nous le montre, hein. Je ne vais pas rentrer dans les histoires de l'OTAN, etc. Mais les gens se regroupent pour défendre leurs intérêts légitimes. Il n'y a pas d'angélisme. Donc, après ça, la quatrième solution, c'est ce que nous appelons la solution anthropologique. C'est-à-dire, il s'agit de faire la résurgence du passé glorieux de l'Afrique qui a fécondé le monde. Il faut enseigner aux Africains le passé glorieux de l'Afrique, que l'Afrique n'est pas née esclave. L'homme est descendu pour la première fois sur la terre par l'Afrique noire. Et j'insiste sur le mot noir, parce que beaucoup ont peur, compte tenu du matraquage des cerveaux, de dire qu'ils sont noirs. Donc, ce sont les Africains. Et les Africains n'ont pas attendu que leurs descendants, qu'on appelle en termes techniques les leucodèmes, leur apprennent quoi que ce soit. Non, ce sont les Africains qui ont inventé en toute autonomie l'écriture. Ce sont les Africains qui ont inventé en toute autonomie les sciences les plus ardues, dont les mathématiques. Ce sont les Africains qui ont inventé l'astronomie, l'architecture, le monothéisme, c'est-à-dire le concept même de Dieu unique, puisque les Européens, les Blancs, tout ça, ils étaient des païens, ils étaient dans le paganisme, pour ne pas dire dans le polythéisme. Ensuite, la philosophie. Bref, l'Afrique a instruit la Grèce antique qui elle-même, de son côté, a pu instruire le reste de l'Europe. C'est l'Afrique qui a découvert pour la première fois l'Amérique qu'on appelle. Quand on vous dit c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, tout ça, nous savons aujourd'hui, sur le plan scientifique, c'est faux. Nous avons les dépositions de tous ces savants-là. Donc, pour me résumer, pour que l'Afrique renaisse de ses cendres actuelles, il faut appliquer ces 4 solutions que je répète, qui sont 1. La monnaie unique africaine. 2. L'industrialisation de l'Afrique. 3. L'État fédéral africain. Et 4. La résurgence du passé glorieux de l'Afrique qui a fécondé le monde entier. Je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup. Votre discours, j'avais d'autres questions, mais vous avez déjà par votre discours répondu à beaucoup de questions. Donc, vraiment, merci beaucoup. Mais vous me permettez que je mette ça dans le YouTube de Can Afrique, votre exposé. Et de mettre où ça? Dans le Can Afrique, la chaîne YouTube. Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ok, comme ça, vous avez toute l'autorisation. D'accord, merci. D'autres personnes, je vais les partager, donc d'autres nos frères et sœurs vont aussi écouter le discours.
qui a été Merci. vraiment complet. Je suis vraiment honoré de faire votre connaissance aujourd'hui. Et j'espère qu'on aura le temps de... Bon, aujourd'hui, on n'est que 2, mais j'espère que prochainement, il y a plus de gens qui assistent à nos réunions. Voilà, c'est ça. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir et bonne soirée. Hein? Bonne soirée, on reste en contact. Merci beaucoup. Voilà. Okay. Donc, vous m'envoyez le lien après. Oui, je vous ai envoyé le lien après, oui. Merci. Allez, au revoir, cher frère. Merci beaucoup. Au revoir. Alors. Je vais arrêter. Il faut arrêter. Voilà.